C'est une lumière, pas pour nous, pour le monde entier. Dans mon enfance et ma première adolescence, il y avait 5 dieux haïtiens. Les 4 héros de l'indépendance, Toussaint, Dessalines, Pétion, Christophe et Jacques Roumain. Jacques Roumain sans trop bien savoir pourquoi. Avec ses éclairs d'orage intérieur dans le regard et sa cigarette, lui que je confondais avec un Fré Bogard, Charlemagne Péralte et Robin des Bois. C'est pour dire que Jacques Roumain, pour moi comme pour beaucoup d'autres, était un mythe, une icône. C'était une idée incarnée sur laquelle ses admirateurs et ses contempteurs avaient construit une légende. Un personnage qui avait atteint pour nous à la figure universelle de l'archétype, comme Manuel et Anaïs, les personnages de son roman. Ce n'est que bien plus tard que j'ai commencé à m'intéresser à son œuvre. Quand un aîné m'a dit de façon péremptoire « Toi, Haïtien, tu te dois de lire Jacques Roumain comme on lit les classiques de la littérature révolutionnaire. » Et c'est encore bien plus tard que je me suis demandé qui était l'être vivant, l'individu Jacques Roumain, traversé et caché par tant d'événements. Quelle était sa vérité humaine au-delà du mythe et de la légende? Un bagarre. Je ne l'ai jamais vu bagarrer et ni discuter avec personne. Nous avons boxé ensemble. Jacques Roumain est né le 4 juin 1907 à Port-au-Prince. Aîné d'une famille de 11 frères et sœurs, fils d'Auguste Roumain et d'Émilie Auguste. Mais à un certain moment, la propriété des Augustes, gérée donc par les Roumains également, après la mort de Tancrède, était évaluée au moins à 300 carreaux. 300 carreaux de terre plantés en canne à sucre. C'était la zone la plus riche après la colonie. L'année même de la mort prématurée de Justin Lérisson, un des écrivains qui ont modernisé l'écriture en Haïti en la créolisant. L'année où Picasso peint Les Demoiselles d'Avillon et où Georges Méliès réalise 20 000 lieues sous les mers à partir du roman de Jules Verne. Ravel et Mahler sont les grands musiciens du moment. Jacques Roumain est né durant les jours terribles de la République exterminatrice, selon le mot de l'historien haïtien Roger Gaillard. Nord Alexis, le vieux traîneur de sabre, avait écrasé Anténor Firmin, le leader moderniste aux idées de progrès. C'était l'année de la défaite de la raison. L'année suivante, on fusille le poète et dramaturge Massillon Kouakou et ses 2 frères. Jacques Roumain a 1 an quand le général Antoine Simon prend le pouvoir. On commence la construction du chemin de fer en Haïti. Il a 3 ans quand on installe dans les rues de Port-au-Prince 150 lampadaires et qu'on construit le port et le champ de Mars. La première voiture, une Ford T, arrive à Port-au-Prince. 2 musiciens de musique savante de grande renommée dominent l'époque, Justin Elie et Ludovic Lamotte. Le cinématographe commence à remplacer le théâtre.
Il a 4 ans quand Cincinnatus Lecomte, membre de la Ligue contre le vaudou, prend le pouvoir et lance une campagne de répression contre les immigrants libanais et syriens. Le 12 août de cette même année, le Palais national disparaît dans une explosion avec le président Lecomte. Ce jour même, le grand-père de Jacques Roumain, le général Tancrède Auguste, est nommé président de la République. Il établit le siège de la présidence pendant quelque temps dans sa résidence privée au Bois-Vernat, quartier résidentiel des classes nantis. La maison la plus proche est celle des Roumains. Peu après, le 2 mai 1913, Tancrède Auguste meurt. En 2 ans, 4 présidents se succèdent dans une sarabande violente de prise d'armes et de soulèvements. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique ne cessent de réclamer, comme ils le font pour la République dominicaine, le contrôle des douanes et de la banque. Le tango fait son apparition dans les salons de Port-au-Prince alors que la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Jacques a 8 ans quand, après le lynchage du président Villebrun-Guillaume Sam le 28 juillet 1915, les Marine Corps débarquent en Haïti qu'ils vont occuper pendant 19 ans, jusqu'en 1934. Jacques est encore un enfant. Ces événements et ce climat doivent avoir joué un rôle fondamental dans la formation de l'imaginaire, du caractère, de la sensibilité et des idées de Jacques. Cette nation si fière de son indépendance et de sa victoire sur les troupes de Napoléon vit un sinistre cauchemar duquel elle peine à se réveiller, comme l'avaient prophétisé Anténor Firmin et d'autres penseurs du début du siècle. Alors qu'un secteur collabore avec l'occupant, 5000 paysans se soulèvent et entament une guerre de guérilla dans le nord et dans le plateau central. Jacques Roumain a alors 12 ans. Leur dirigeant, Charlemagne Péralte, est assassiné dans son campement et son corps est exposé, crucifié sur une porte. Son successeur, Benoît Batraville, connaîtra le même sort. Batraville, et toi martyr, ô Péralte crucifié, votre sang n'appellera-t-il la vengeance? Et ne sera-t-il jamais rugi le bon cri de haine qui réveillera les lambis? Écoutez, ô vous, écoutez ma clameur. Je veux que flamme elle vous pénètre. Je veux qu'en tressaillent jusque dans le fruit de leur ventre les femmes enceintes. Je veux qu'un sang rouge dans les veines des vieillards elle allume et qu'à l'entendre la femme pousse son homme hors de sa maison par les épaules avec des mots durs et que les enfants pleurent sur leurs bras débiles encore. Haïti, aux armes. Jacques et moi, nous avons vécu dans le même quartier, au Bois-Vernat. Nous étions très jeunes, à peu près 10 ans, 12 ans. Et nous étions à l'école à Saint-Louis-de-Gonzague, ensemble. Bon, mes souvenirs sont très peu parce que Jacques est parti très jeune pour la France. Quand nous étions jeunes, on se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. À tel point que, lors de notre première communion, mes parents se sont trompés, ont pris Jacques pour moi et Madame Roumain m'a pris pour Jacques. Quand Jacques est revenu, ça n'a pas été la même chose parce que j'étais devenu beaucoup plus grand que lui. Il était assez petit de taille. Et il est revenu un homme politique quand moi j'étais toujours un béotien. Je me souviens qu'il y a eu une réunion
de tous les politiciens pour nommer. Et c'est Jacques, à son jeune âge, qui a été nommé président de l'Assemblée. Des intellectuels, journalistes et artistes se joignent à la lutte nationaliste. Dans sa famille, Jacques entend discuter de politique et d'affaires. Il écoute et observe partout où il est, quand il ne mesure pas ses forces dans le sport. Courir dans les champs de Cannes parmi le hérissement des sabres d'argent au soleil, les mains qui saignent d'avoir allé jusqu'au cœur le vide amer, sentir la caresse des bras multipliés et y mêler ses bras multipliés. Ces randonnées dans les champs de Cannes de ses parents lui révèlent un autre monde. Mon enfance, tumultueuse. Je trouvais plaisir à déchirer mes fonds de culotte avec toutes les mauvaises têtes du quartier. Au milieu de la rue déserte, un jeune garçon s'est arrêté. Il regarde son ombre longue et pense « Quand je serai grand, je serai plus grand que mon ombre. » Quatre ans plus tard, en 1922, Jacques a 16 ans quand ses parents, comme il était coutumier dans les familles aisées, décident d'envoyer l'adolescent rebelle parfaire son éducation dans un internat en Suisse. Il ira ensuite à Zurich, à l'école polytechnique, qu'il ne finit pas. Quand nous sommes revenus d'Autriche, notre train passait à Zurich, nous nous sommes arrêtés à Zurich. On a peut-être passé 1 heure là, et puis nous avons continué pour Lausanne, puisque c'est là que j'étais à l'école. En 1926, à 19 ans, il va étudier l'agronomie en Espagne, comme le feront plus tard 3 de ses frères, pour pouvoir s'occuper des champs de canne à sucre et de coton de la famille. Mais encore une fois, il abandonne ses études. En fait de zootechnie, je m'intéressais surtout aux courses de taureaux. J'aimais surtout le plein soleil des corridas. Cela correspondait à cet excès de vie que je porte. Il prend des cours de tauromachie. Maintenant tu cours vers la mort aux yeux rouges, et tu la rencontres, et tu la touches, et tu la vainques du déclic de tes jeunes hanches. Puis, la muleta rouge dans tes mains brunes, tu marches de nouveau à la mort, tu t'offres à elle, tu l'implores de ton pied, et la cour noire et puissante. Alors, tu la contournes, la nargues, t'en détournes, reviens à elle, jusqu'à ce qu'elle perde le souffle et baisse le mufle. Cette séparation de sa famille et de sa terre natale est un rite initiatique et une blessure. Je suis nerveux, regarde toujours dans le vague, me promène seul, parle peu et mange peu. La seule chose que je fasse avec passion est la lecture de Schopenhauer, Nietzsche, Darwin et les vers de Heine et de Lenau. La nostalgie de sa mère bien-aimée, de ses frères et de ses amis, à cet âge où les jeunes commencent à participer à la lutte contre les occupants étrangers, ne le quitte pas. C'était l'enfant gâté de la famille, il était rien, même monsieur, madame et Roumain, et Émilie, que Stéphane a connu très bien, moi également, ma grand-mère, il était gagné un amour particulier pour Jacques, il supportait Jacques dans toute épreuve. Il transfère son excès d'énergie dans des activités sportives. C'est la période où il devient champion universitaire de boxe à Zurich et court les 100 mètres en 11 secondes. C'est la période de la consolidation du fascisme en Italie. C'est l'année de la mort de l'architecte Gaudi, de l'écrivain Rainer Maria Rilke et de l'acteur Rudolph Valentino. C'est aussi celle du triomphe de Louis Armstrong. Jacques a 20 ans.
Il demande à sa famille, après un séjour de 4 ans en Europe, de revenir en Haïti. Il écrit à Joseph Jolibois fils, journaliste et l'un des leaders de la résistance contre l'occupation. Comme la valeur, le courage n'atteint point le nombre des années, il me tarde, M. Jolibois, de rentrer en Haïti pour participer à la lutte contre l'occupant dans mon pays. Il avait 18 ans. L'occupation militaire étrangère continue en Haïti. Et la honte n'arrête pas de remuer les consciences. Le président Louis Borneau déclare solennellement avoir commencé une collaboration franche et loyale avec les occupants, alors qu'en République dominicaine, depuis 1924, le gouvernement américain avait retiré ses troupes. L'opposition nationaliste contre Borneau se manifeste à travers la presse indépendante et même dans les milieux de la bourgeoisie et de l'aristocratie haïtienne. Il s'appelle Kandio. Hélène dit, Loulou, chérie, ma paix faut faire un troisième thème. Le peuple là va tellement saisi, la prend une huile, là va mourir. Oye, qui moun qui boili, oye, qui moun la passé, oye, qui moun qui boili, peuple là pas un beau kit pour lui. Borneau réagit avec des lois dictatoriales contre la liberté d'association, de réunion et d'expression. Les journalistes sont souvent arrêtés pour diffamation. C'est dans ce contexte que Jacques Roumain commence à écrire. J'écoute le rythme du silence embaumé de l'encens des fleurs irréelles. Mon âme est attirée vers la tangente des désirs lourds que hante divinement, impalpable, l'ombre des fantômes implacables. Les paysans seront déracinés. L'élite aussi sera complètement bouleversée par la présence des Américains, par le racisme américain, etc. Donc c'est une société en pleine transition. Et je pense qu'il a réagi à ça. Et donc on peut dire un homme de la Renaissance, mais un homme aussi devant une situation totalement inattendue en Haïti. Et je pense que tout le monde le reconnaît, c'est quelqu'un qui était à la hauteur du challenge, du défi du moment. La littérature n'est pas ce qu'on pense en Haïti. Elle n'est pas une occupation de pédants et de désœuvrés. C'est l'expression des idées, de nos idées, à nous, Haïtiens. Nous ne sommes pas un parti, mais de bonne volonté qui se préparent au rôle que forcément elles joueront plus tard. Nous ne voulons pas que l'heure arrivée d'agir, nous soyons encore à la période de préparation, dès lors forcément bâclée. Chez nous, la carrière politique a été bien souvent le refuge de ceux que leur incapacité empêchait de réussir ailleurs. Non, maintenant chacun dans sa sphère. Nous nous préparons, quitte à nous unir plus tard, persuadés qu'en politique, comme en tout, nul ne peut se vanter de se passer des autres. Il fonde la revue indigène pendant qu'il écrit en même temps dans le nouveau journal La Trouée. Les deux sortent en juillet 1925. On y publie 22 de ses poèmes. La pluie, monotone dactylo, tapote aux fenêtres closes. Des lumières tremblotent, roses dans l'obscurité dense. Des éclairs, serpentins géants, dansent tordus à des pans de ciel noir. Mon ami, assieds-toi au piano, long et sombre tel un cercueil. Ce soir, mon âme est en deuil. Joue une mélodie vieille et triste, triste infiniment. Chopin ou Liszt, qu'importe. Je veux entendre ma douleur sangloter. À cette étape de sa vie, Jacques est encore fasciné par le surhomme de Nietzsche et celui des futuristes italiens et du poète Gabriel D'Annunzio qui appuient Mussolini et les fascistes. Mais son admiration pour Mussolini sera de courte durée. Les idéaux humanistes et de solidarité avec les plus faibles prendront vite le dessus. Nunc Recoli, je pense à votre mort. Splendeur du vol vers l'infini, volupté sidérale d'être fort, vos cœurs battaient au rythme de votre moteur, voisine des étoiles était votre route, puis sans doute votre hélice cessa de battre tout à coup, aile brisée, grand oiseau blessé, blanc cadavre tournoyant dans l'abîme, dans un foudroiement d'étincelles. En décembre de la même année,
Il fonde le Petit Impartial. Karl Bohr, qui deviendra le poète alcoolique, le bohémien débraillé, en sera lui aussi directeur. Clarté indécise. La nuit entre dans la chambre, sombre voile, brodé d'étoiles. La lune est un gros fruit se balançant à mon insomnie. J'ai peur du sommeil, je veux penser à ma douleur et m'en bercer comme d'une chanson. Oswald Durand est un précurseur. Il est indigène. Vous me parlez de sa forme? Et il est vrai qu'il nous semble désuète. Comme très certainement à la génération qui nous suivra, nous qui scandaliserons la pudibonderie de quelques gros bourgeois, nous paraîtrons vieux jeux. Il faut que l'art se renouvelle. Mais, quelle que soit mon œuvre, c'est à mon sol que je la dédierai. Des fois, on allait faire du sport ensemble avec Silvio Cator, qui était aussi mon ami. Je suis parti avec Jacques, Silvio Cator et tout le reste pour la Dominicanie. Et là, on a eu pas mal de tracas avec Jacques, avec son caractère, il est très, très fougueux. C'était à l'exposition 1926 en Dominicanie. Ils avaient fait une carte montrant la frontière dominicaine passant presque à Port-au-Prince, presque à la capitale. Jacques parlait très bien espagnol et il a demandé au type qu'est-ce que ça voulait dire. Et il a traversé là-bas, il a pris la carte, il a déchiré de haut en bas. Donc Jacques te gagne un tempérament ça, un tempérament de feu, un tempérament de bagarreur, et quand pile monde rapporté. Mais ça va pas t'empêcher que on raconte un bagage, son équité qu'on reconnaît tort. Il était à un certain moment zami Philippe Toby Marcelin et à un certain moment il a fâché dans discussion sur bagage littérature, sur bagage politique, il a fâché et il était gourmand. Et à un moment côté tout le monde a parlé de l'inimitié entre Philippe Toby Marcelin et Jacques. Un jour monsieur habillé là quand il boivena, monsieur descend côté le connaît tout nèg était réuni et tout le monde dit ah mais Jacques a venu là va comme ça et puis monsieur dit il vient faire la paix à Zamini, il reconnaît tort li et il ba monsieur l'emmène ba monsieur accolade et puis monsieur dit bon nous passer sous ça. Donc tempérament bagarreur là pas empêcher que fondamentalement son monde qui généreux, son monde qui sincère, son monde qui était intègre. Les engagements nationalistes de Jacques se font de plus en plus intransigeants. Vous avez failli, mais encore, il n'est pas trop tard. Cessez de gémir puérilement sur vos misères. Cessez de faire entendre vos chaînes. Rompez-les. En avril 1928, il fonde la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne dont il assure la présidence. La pénicilline vient d'être découverte par Alexander Fleming. La ferveur que Roumet manifeste à l'évocation des poèmes de Heine ou de la philosophie de Nietzsche invite à une analyse de ses relations avec l'Allemagne. Mais Roumet ne lit pas que cela. Il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à la philosophie orientale, il lit le Coran, il lit Hafiz, il lit Ibn Battuta, il lit Omar Khayyam. Il s'intéresse à la vie des peuples indigènes de l'Amérique, aux Aztèques, aux Mayas. C'était vraiment une époque de changement, tandis que Marie-Henriette était plus conservatrice. Elle avait ses cheveux longs avec 2 boucles sur le côté, tandis que ma sœur Denise avait coupé ses cheveux à la garçonne. Splendide épopée. Ô magnifique aventure que de se sentir environné d'ennemis et de charger leurs rangs pressés et de jaillir sanglants et victorieux. Qu'est-ce que je vous propose? Le combat, souffrir, mais au bout de cette souffrance, étreindre la victoire. Le 26 mai, on célèbre les fiançailles de Jacques avec Marie-Henriette Roy qui a fêté ses 100 ans en août 2007.
toujours élégant. Toujours élégant. On allait, quand vous alliez chez lui le matin, il était sa robe de soie. Très élégant. Il aimait les beaux vêtements quand il pouvait, mais le pape fait Tintin pour belles vêtements. Il était charmant. Très gentil, il nous a fait visiter le bureau, il nous a expliqué tout ce qui s'y trouvait. Donc j'étais très contente, en admiration devant ses connaissances. On a été amis tout le temps quand il est revenu. Il m'aimait toujours, donc on s'est fiancés. Très sympathique. Vous envoûtez par son discours, sa parole. Et comme il parlait beaucoup l'allemand avec ma sœur Marie-Henriette, nous devions prendre des leçons d'allemand. Donc mes autres sœurs Suzanne, Janine et moi, et nous étions assis autour de la table et pour prendre des leçons d'allemand. Et on savait que Jacques allait s'amener et il nous fallait mettre nos mains derrière le dos parce qu'on savait qu'il allait mettre des bonbons dans nos mains. Et quand on avait les mains derrière le dos. Donc la leçon d'allemand représentait aussi la visite de Jacques avec des bonbons. 1928, c'est aussi l'année de la mort du grand romancier Fernand Ibert. C'est l'année où tout Haïti trouve une raison de manifester sa fierté nationale. Silvio Cator, ami de Jacques Roumain, réalise au Stade français de Colombes un saut en longueur de 7,93 m, battant le record mondial. La population de Port-au-Prince fait une levée de fonds et lui offre une resplendissante voiture. Jacques, grand admirateur du poète futuriste italien Marinetti et plus tard de Mayakovsky, dédie à Silvio Cator un poème futuriste débordant d'enthousiasme. 4, ramassés comme des fauves. 4 hommes. Les énergies bandées telles des cordes se sentent fluidiques, se heurtent fortes d'embrocation, nerveusement se froissent. Angoisse, angoisse de l'attente, invocation. Starter, ô starter, tire. Le 13 décembre, Jacques Roumain, Élie Guérin et Georges Petit sont arrêtés pour délit de presse. Ils passeront environ 9 mois en prison. Jacques fustige dans ses écrits l'arrogance et le racisme des occupants, ainsi que la lâcheté des collaborateurs. 12 ans durant, nous avons assisté, indifférents pour la plupart, au dépaissement de la nation, à la trahison de ceux appelés à nous défendre, aux capitulations des uns et des autres, à la mise aux enchères de l'héritage des aïeux par une faction minoritaire à la fois servile et cynique. Comme des dégénérés, nous avons accepté en guise d'honneur et de bonheur, en laissant ternir la gloire des ancêtres, de vivre dans la plus abjecte servitude, corrompus par le dollar américain et lâches à être incapables de produire aucune réaction salutaire. Que dirons-nous à nos enfants lorsque demain, ils nous demanderont compte de notre conduite? Pendant qu'il était en prison, on se débrouillait pour m'apporter des articles que je lui apportais à la prison. Le père de Marie-Henriette ne voulait pas que sa fille épouse quelqu'un qui faisait de la prison, quoi. Son journal a parlé mal de mon père. Quelqu'un a mis un article dans le journal et je n'étais pas contente. Au début de l'année 1929, les fiançailles avec Marie-Henriette III sont rompues. Le Petit Impartial publie un article où on qualifie le père de sa fiancée de traître et de triste valet de Louis Borneau. J'étais très fâchée et indignée qu'on ait pu, je dirais, se permettre d'écrire un article tandis que j'étais encore fiancée. Donc c'était un manque de tact
j'ai été froissée et je n'ai pas hésité à renvoyer ma bague de fiançailles. Il a fait chercher tout ce qui appartenait à Marie-Henriette comme cadeau reçu déposé par la famille et par les amis. Et ils ont laissé à Jacques ses affaires à lui. En avril commence le procès de Jacques. Au début d'une audience, Jacques se précipite contre un garde, soupçonné de vouloir agresser sa sœur. Il reçoit un coup à la tête et est reconduit en prison couvert de sang. Des femmes de différents quartiers de Port-au-Prince descendent dans les rues pour manifester leur douleur et leur indignation. La différence entre le fatalisme musulman et le fatalisme haïtien est celle-ci. Le musulman dit « j'agis », ce qui doit arriver arrivera. L'haïtien murmure « à quoi bon s'agiter? Tout s'arrangera, bon Dieu bon ». Le musulman est un actif résigné, l'haïtien un apathique. Une voiture sur une pente ne peut être arrêtée dans son trajet que si on la tire violemment en arrière. Un mal ne va jamais en s'améliorant, mais toujours en empirant, à moins qu'une réaction violente se produise. Les Haïtiens sont condamnés à mort s'ils ne réagissent pas. C'est un bonheur pour tout pays d'avoir une élite fortunée et lettrée. Mais une élite n'a le droit d'existence que si ses privilèges lui créent des devoirs. Dans le cas qu'elle ne les remplirait pas, elle n'est qu'un parasite inutile, méprisable et souvent nuisible. Le 29 avril 1929, Jacques Roumain et Georges Petit sont condamnés à 1 an de prison et 5000 gourdes d'amende. Le 19 juin, ils vont en appel et la peine est réduite de moitié. Quoiqu'ayant fait leur temps, ils sont retenus en prison. Jacques proteste et est mis au cachot, au pain et à l'eau. Il sort de prison le 1er août. 2 semaines plus tard, il commence la publication d'une chronique appelée « Mon carnet » dans les journaux, la presse et le Nouvelliste. Si notre génération se montre faible, c'en est fait de la patrie. Car après nous, que rencontreront nos cadets? Le vide, le découragement, la trahison. Ils grandiront dans cette atmosphère de misère morale et physique, et sans force de réaction, s'affaisseront, accepteront. Il est clair que ses adversaires politiques, pas de jamais raté, tout va rappeler l'origine, monsieur, non seulement mulâtre, mais appartenant à la famille bourgeoise. Ils ont même rappelé lui qu'il est le petit-fils de Tancred Auguste. Et à un certain moment, il y a eu ce mot-là, incendiaire et fils d'incendiaire, petit-fils d'incendiaire, faisant rapport notamment à la légende de Tancred Auguste par rapport à l'explosion du palais sous Lecomte. Le 19 octobre, il est de nouveau arrêté pour violation de la loi interdisant les associations de plus de 21 personnes. Il passera 2 mois en prison avec Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul. Le cachot est une chose infecte. Figurez-vous une tombe de 1 mètre de large sur 1 mètre 3/4 de long. Une tombe, je dis juste. Pas de fenêtre. L'air vous vient par des fissures entre les planches. Et quand je dis air, entendez plutôt l'infâme relent pestilentiel qui est dans la prison, notre atmosphère à nous. Le toit est à 2 mètres du sol, et comme il est en tôle, vous comprenez bien ce qu'on y souffre. On ne m'a même pas donné une natte pour me coucher. Le ciment étant humide et crevassé, je fus obligé de compter les heures, assis sur un seau renversé. Comme nourriture, 3 fois par jour, du pain et de l'eau. Le jeudi de Wall Street bouleverse le monde capitaliste. En Haïti, la grève des étudiants de l'école d'agriculture de Damiens crée un vaste mouvement contre la dictature de Borno et l'occupation. J'ai connu Jacques Roumain, j'avais seulement 12 ans. Il est venu dans une vieille voiture devant mon école pour dire à la directrice que c'était la grève contre Borno, que les enfants devaient se mettre en grève. Mais ma directrice était la sœur de la préceptrice des 3 enfants de Borno, Madeleine, Simone et Henri. Donc,
il n'était pas question de faire la grève dans cette école. Les différents groupes de jeunes s'unissent et nomment Jacques Roumain leur président d'honneur. Borno fait des concessions et amnistie tous les prisonniers politiques. Nous voulons nettoyer un égout, la politicanaillerie haïtienne. Pour cela, nous ne mettrons pas les gants blancs d'une tremblante précaution. Nous irons à l'œuvre de nos mains, nos plumes, comme des pioches. 12 jours après sa libération, Jacques se marie à 22 ans avec Nicole Ibert. Celle-ci est la fille du grand romancier Fernand Ibert, qui peint dans ses livres un tableau satirique des rapports sociaux et des préjugés de la société urbaine haïtienne. L'oncle de Nicole, Louis Ibert, qui avait des amitiés à Santiago de Cuba, devient le parrain d'un bébé qui sera plus tard un personnage célèbre, Fidel Castro. En 1930, on crée le Comité fédératif des groupements patriotiques d'Haïti. Les 34 délégués de tous les pays forment, lors d'une réunion au Parisiana, un bureau composé du poète Edzer Villers et du docteur Jean Price-Mars, fameux intellectuel de l'époque, et de Jacques Roumain, qui est, il est bon de le souligner, de 30 ans plus jeune que les autres. Puis-je oser parler d'art dans notre milieu où une image d'Épinal est préférée à un tableau de Cézanne ou de Gauguin? J'ai commencé à m'intéresser à la politique. Depuis ce jour que j'ai vu Jacques Roumain, il était quelconque, habillé d'une façon quelconque, et puis il était à la tête de tous les mouvements contre Borno. Cette même année, il publie son recueil de nouvelles sur les jeunes bourgeois et petits bourgeois de la ville, La proie et l'ombre. Le 1er juin, Jacques Roumain est nommé chef de division du ministère de l'Intérieur par le président provisoire Eugène Roy, qui a remplacé Borno. 4 mois plus tard, il renonce à son poste. Il se lance dans la campagne présidentielle du maire de Port-au-Prince, Sténio Vincent, qui s'affiche comme un nationaliste et gagne les élections. C'est l'année aussi de la naissance de son premier enfant, Daniel. C'est l'année où Rafael Leonidas Trujillo prend le pouvoir dans la République voisine. Tout livre d'histoire, chaque manuel de géographie indique la République est de mulâtres de Santo Domingo. Le plus court voyage chez nos voisins confirme cette vérité. Et quelle meilleure preuve de l'infériorité d'une race que celle qui consiste pour elle à se refuser au groupement ethnique dans lequel le monde entier la place. 1931 semble être une des années les plus calmes de la vie tourmentée de Jacques. Il est nommé à nouveau chef de division du ministère de l'Intérieur. Nous pouvons être fiers d'être haïtiens et nègres, fils de l'ardente Afrique, parce que de la gangue de l'esclavage par nous-mêmes violemment détruite, délivrée de l'infamie des chaînes héroïquement, notre race a créé de sa profonde et riche substance un toussaint l'ouverture, si grand qu'il ne nous appartient plus à nous seuls, mais à la vaste humanité accueillante, à ses fils les plus parfaits, quelle que soit leur couleur. Il publie successivement Les Fantoches, un autre recueil de nouvelles sur la vie urbaine, et La Montagne ensorcelée, son premier roman, tableau implacable de la vie paysanne. Tous les deux applaudis par la critique. Qui m'assure que si aujourd'hui je lutte pour notre liberté, ce ne sera pas en vain? Que notre histoire ne suivra un parcours cyclique et que le fait dont présentement nous pouvons nous débarrasser, l'occupation américaine, dans 40 ans ne se renouvellera point. Quand il était en prison,
il a toute une série de poèmes qu'il a écrits et de contes pour enfants, pour Daniel, son aîné, et la deuxième, Karine, sa fille, et qui sont des témoignages de l'affection de Jacques, de l'attachement de Jacques à sa femme Nicole et à ses 2 enfants. Je t'aime, ma bien-aimée, et tout mon être t'est voué. Toi, les enfants, maman, la patrie, vous êtes ma raison d'être. Et je te chéris par-dessus tout comme ma camarade, la compagne de ma vie, celle qui partage avec moi comme si nous n'étions qu'une seule chair et une seule âme, mes pensées, mes rares joies et ma fidèle douleur. L'œuvre littéraire proprement dite se fait par à-coups, mais sa vie est une œuvre romanesque. À chaque tournant crucial, il se replie sur l'écriture poétique. Il ne la veut pas désincarnée, mais en symbiose avec sa lutte contre la médiocrité, pour plus de courage, pour plus d'intelligence et plus de fraternité humaine. Chacun de ses écrits, même parmi les moindres, a le frémissement et les fulgurances de la poésie authentique. Langston Hughes, célèbre poète afro-américain, rencontre Jacques Roumain à Port-au-Prince. Ce sera le début d'une amitié qui durera toute la courte vie de Jacques. Tu connais à la gosse ces filles mélancoliques. Elles portent aux chevilles des colliers d'argent et s'offrent nues comme la nuit encerclée de lune. Tu vis la France sans prononcer de paroles historiques. Lafayette, nous voici. La Seine te parut moins belle que le Congo. À Venise, tu cherches l'ombre de Desdémone. Elle s'appelait Paola. Tu lui disais « amorosissima » et parfois « babe, baby ». Alors elle pleurait et te réclamait 20 lire. On organise à Port-au-Prince un des premiers concours de beauté. Parmi les 3 finalistes, la première fiancée de Jacques, Marie-Henriette Roy. La famille a toujours eu beaucoup d'attachement pour Jacques, qui a déclaré à un certain moment, face à toute attaque qu'il a subie de ses adversaires, qu'il renonçait à son héritage. Et il a fait cette déclaration, et je crois même qu'il y a eu à un certain moment un texte écrit, notarié, dans lequel Jacques, de son vivant même, disait qu'il refusait l'héritage familial. Évidemment, à la mort de Jacques, il a laissé 2 enfants. Je dis ça très rapidement, la famille n'en a pas tenu compte. En 1932, à 25 ans, Jacques voyage à New York et à Washington avec Christian Beaulieu, déjà connu pour ses idées marxistes et sa défense de la langue créole. Jacques passera 9 mois aux États-Unis. Il en revient le 24 décembre. Grâce à Langston Hughes, il a certainement profité de son séjour pour établir des contacts avec les milieux de la gauche américaine. Ma volonté est de travailler à une solution scientifique du problème haïtien, et non de le résoudre par des phrases. Et ce n'est ni le nommé Lescaut, ni une mulâtraille bourgeoise, avide d'exploitation et complice de l'impérialisme américain, qui m'en découragera. Je me souviens très bien de lui, et à ce moment-là, ça symbolisait une époque révolutionnaire pour nous jeunes adolescentes. Et on commençait à parler de communisme, et donc de révolution, de changement. Et donc c'est ce souvenir que j'ai de cette époque et où on parlait de Jacques Roumain et, autour de moi. Et c'est pourquoi la famille, mon environnement n'était pas vraiment d'accord avec lui, puisqu'il représentait quelque chose qui voulait tout changer dans notre société. J'étais candidat à la magistrature de Port-au-Prince et Ernest Sabala, qui était un homme très populaire parce qu'il était l'avocat des pauvres, m'a offert de m'amener à la Saline pour
visiter quelques personnalités de la Saline. Et c'est ainsi qu'un jour, il m'a amené chez un habitant de la Saline, dont j'oublie le nom évidemment, et qui m'accueille avec Joseph. Je suis présenté par Ernest Sabala, son avocat. Il m'accueille très gentiment, mais pas très enthousiaste. Et au cours de la conversation, n'est-ce pas, je ne sais pas pourquoi je citais le nom Jacques Roumain. Immédiatement, l'expression du visage de l'homme a changé. Il dit, ah, comment, vous êtes l'ami de Jacques Roumain? Je lui dis, j'étais du même parti que lui, etc. Il me dit, mais monsieur, vous êtes chez vous ici. Jacques avait ses entrées et sorties dans tous les milieux populaires. Fréquentant le Bel Air à l'époque, bon, qui n'est pas ce qu'il est actuellement, bien entendu. À son retour en Haïti, Jacques est convoqué par le procureur de la République pour une enquête sur ses activités subversives. Il entre dans la clandestinité. Le 3 janvier 1933, pour éviter des représailles à sa famille, il se présente à la police et est arrêté. On ne pouvait pas en parler à la maison, mais c'était une sorte de héros, puisque voici qu'il prenait de la prison pour défendre ses idées. Tu es là et là. Mais mes yeux sont aveugles de toi. La douleur m'a projeté au milieu du chemin aux 4 sentiers. Il n'y a point d'issue. Vers où que je tende les bras, je suis crucifié. On l'accuse d'être immoral, grossier, anarchiste. Il dénonce avec ses errements, ses limites, ses humeurs, mais tous ceux qui dénoncent ne le font-ils pas toujours avec leurs errements, leurs limites, leurs humeurs, les pratiques sociales telles qu'elles s'inscrivent dans la reproduction des structures? Jacques écrit pour la première fois « Je suis communiste. Aucune puissance au monde ne pourra m'enlever ce droit, et le sieur Lescaut encore moins. » Le 11 février, après une grève de la faim, il est libéré ainsi que Max Dicourt après 1 mois de prison. C'est son 3e emprisonnement. C'est aussi l'année de la mort de son père, le grand absent dont il ne parle jamais. C'est l'année aussi de l'apparition du mouvement Les Griots, avec François Duvalier et Lorimer Denis, foyer d'un indigénisme et d'une négritude qui formeront les bases idéologiques du fascisme duvalierien 30 ans plus tard. L'année 1934 est une année fondamentale dans l'histoire de Jacques. Il a 27 ans. En juin, il publie l'analyse schématique 1932-1934 avec Étienne Charlier et Christian Boulieu. Il était 15 coffres avec messieurs, et puis Jacques a rédigé manifeste là. Il vient demander de faire partie concernant l'économie. C'est pour ça que ça a été bâclé, d'après mon mari, que sa partie à lui a été bâclée parce que Jacques a insisté pour le faire tout de suite. Il a besoin le lundi pour le descendre Port-au-Prince pour venir faire imprimer. Il fonde le Parti communiste haïtien, dont Jacques est nommé secrétaire général. Mais le devoir du PCH, parti d'ailleurs à 98% noir, puisque c'est un parti ouvrier, et où la question de couleur est vidée systématiquement de son contenu épidermique et placée sur le terrain de la lutte des classes, est de mettre en garde le prolétariat, la petite bourgeoisie pauvre et les travailleurs intellectuels noirs contre les politiciens bourgeois noirs qui voudraient exploiter à leur profit leur colère justifiée. Ils doivent être pénétrés de la réalité de la lutte de classe que le préjugé de couleur tend à escamoter. Un bourgeois noir ne vaut pas mieux qu'un bourgeois mulâtre ou blanc. Un politicien bourgeois noir est aussi ignoble qu'un politicien bourgeois mulâtre ou blanc. Ils appellent les prolétaires haïtiens à la mobilisation et à la lutte, alors que Vincent gouverne comme un dictateur, trahissant toutes ses promesses. Roumain a fondé un parti, le premier d'une série qui se sont réclamés du communisme,
indépendamment de leurs appellations. Il en fut le fondateur, mais il n'a guère eu les moyens ni le temps, la prison et l'exil aidant, de le rendre fonctionnel, de le diriger, voire de le consolider. Il n'y a pas d'héritage du camarade roumain dirigeant de parti. Mais tous les partis à venir héritaient de ce geste qui avait précédé leur formation. Roumain avait inventé une tradition. Parfois on oublie. Il est né en 1907. Le parti a été formé en 1932. Dès 1930, il travaillait déjà dans la clandestinité sur la formation du parti. L'homme fait en 1907, en 1930, il est déjà secrétaire général d'un parti. C'est énorme. Le fondateur du premier parti communiste haïtien avait 22 ans. Aujourd'hui, cette pratique et cette mystique ne correspondent plus à rien, sauf à trouver quelques groupuscules clandestins s'accrochant à l'ouvriérisme ou à sortir de l'isolement la peau de chagrin des derniers membres d'un club de vieux qui rêvent encore que c'était hier. La répression a pris des vies. L'effondrement du bloc de l'Est a mis fin à des allégeances, des obédiences, des parrainages. Les purges, les goulags, Pol Pot,